il vient faire une comparaison avec le juif et la femme, dans le sens où le juif, il est dans l'universel comme la femme, mais pas tout. Il est dedans et en dehors. Il est comme la femme. La seule différence avec la femme, c'est que le juif, non seulement il n'est pas tout dans l'universel, mais il forme un ensemble. Il pense que c'est un modèle pour éviter la ségrégation, la façon dont les juifs fonctionnent dans le monde, d'être dedans et dehors, parce que ça évite les identifications qui font qu'on est tous pareils et que si on n'est pas pareil, on est éjecté. Pourquoi les Juifs suscitent-ils une haine irréductible? Impossible de cerner l'antisémitisme sans en comprendre, en tout cas sans savoir ce que signifie être juif. Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Abitbol, qui est docteure en psychanalyse, psychologue clinicienne et membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de la psychanalyse. Sarah Abitbol, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors ces sujets qui nous ont, on va dire, passionnés un petit peu toute cette année, encore plus depuis le 7 octobre, eh bien vous les avez, on va dire, condensés dans une lecture psychanalytique de l'antisémitisme. Alors je le montre, c'est votre ouvrage, c'est une thèse qui vient d'être publiée en livre, donc on peut lire tout ça chez Arguments Analytiques. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé eh bien d'écrire sur ce sujet, on va dire, ben voilà, c'est inépuisable comme thème. C'est vraiment quelque chose de subjectif qui m'a amené à faire une recherche sur ce sujet. C'est qu'en 2014, il y avait donc une énième guerre à Gaza et qu'il y avait des conséquences à Paris et en France. Et donc j'ai assisté en France à des manifestations pro-palestiniennes qui se sont très vite transformé en un déchaînement de haine à l'égard des Juifs. C'est-à-dire derrière le soutien pro-palestinien, il y avait un déchaînement de haine anti-juif. Ça m'a angoissée, en fait, parce qu'à l'époque, c'était en 2014, il y avait un silence après. C'était comme s'il ne s'était rien passé. Des synagogues brûlées, des boutiques saccagées, des slogans haineux et un silence. Et il se trouve que le hasard fait bien les choses. Il y a eu un appel d'offres à l'université pour faire une thèse sur ce sujet, donc j'y suis allée. Alors j'imagine qu'après le 7 octobre, vous avez eu encore matière à écrire, à étoffer ce livre qui est passionnant. Alors c'est vrai que c'est des sujets compliqués, mais il est très clair, très précis. Et c'est vraiment, on apprend énormément de choses, notamment autour du père de la psychanalyse, Freud, qui, dans ce que vous décrivez, a une identité juive extrêmement forte, même s'il n'était pas religieux. Et il ne s'en cachait pas, même si c'est pas tellement connu du grand public. En effet, dans ses écrits publics, il ne mentionnait pas, il n'a jamais nié le fait d'être juif, il n'a jamais voulu renoncer à sa judéité, c'était clair pour lui, mais par contre, il ne s'exprimait pas sur ces questions en public, mais dans ses correspondances privées avec ses collègues et ses élèves psychanalystes juifs. Là-bas, on trouve une abondance de réflexions, d'interrogations sur qu'est-ce que c'est être juif. C'est une question qui ne le lâchait pas, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à quel moment il va s'exprimer publiquement sur la question juive. C'est avec l'homme Moïse et le monothéisme en 1938, quand il n'a plus rien à perdre. Et il le dit dans ses correspondances à Arnold Zweig. Il l'avait écrit déjà en 1934, ce livre. Il n'a pas voulu le publier parce qu'il avait peur de répercussions contre la psychanalyse. Oui, alors ça aussi, c'est fascinant parce qu'il veut tout sauf que la psychanalyse soit considérée comme une affaire de juifs. Voilà. En fait, il veut vraiment, et il enjoint ses collègues à ne pas mettre ça devant le devant de la scène, à essayer de faire entrer des collègues non juifs, etc. C'est impressionnant, quoi. D'abord parce qu'il pense réellement que c'est pas quelque chose de juif, la psychanalyse. Il pense que c'est quelque chose d'une affaire humaine, donc qui touche à tous les humains, et que les processus psychiques sont partagés par tous les humains. Mais aussi, par contre, il pense qu'il n'y a qu'un juif qui aurait pu créer la psychanalyse, parce qu'il dit qu'il faut une audace
pour pouvoir écrire et déclarer des théories qui sont scandaleuses et qui viennent choquer la morale, etc. Donc il dit, il n'y a qu'un juif qui aurait pu faire ça. Parce que de toute façon, le juif, comme il est toujours exclu, critiqué, etc., il est plus libre de sa pensée, puisque de toute façon, il est toujours mis à l'écart. Donc il dit que le juif, il le dit ça quand il adresse sa lettre au Bnei Brit, il dit qu'il est libre de préjugés, il peut penser librement, puisqu'il n'est pas pris par la morale du lieu où il vit, puisqu'il est sans arrêt attaqué, exclu, etc. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il parle de la judaïté comme quelque chose qui n'est relié à rien. On peut ne pas être religieux, on peut ne pas être sachant de rien du tout, mais il y a quelque chose au fond de l'âme, on peut dire ça comme ça, qui fait que oui, on se rattache, oui, on est juif. Alors, il ne dit pas l'âme, mais il dit qu'il y a quelque chose d'inaccessible, voilà, c'est ça. Pour définir ce que c'est être juif, et que lui, jusqu'à la fin de sa vie, il n'aura pas la réponse à ça, mais qu'il y a quelque chose d'inaccessible. Pourquoi il se sentait tellement juif? Mais il a quand même attrapé quelques points, quelques traits sur qu'est-ce que c'est la judéité. Par exemple, quand il écrit à son fils Ernst, qui est parti s'exiler à Londres à cause des déboires financiers et de l'atmosphère antisémite, donc il s'est exilé à Londres, il devait recommencer tout à zéro. Il lui écrit « C'est authentiquement juif de ne renoncer à rien et de suppléer à ce qui a été perdu. » Donc pour lui, la judéité, c'est savoir faire avec la perte. Son fils, il a tout perdu, il doit tout recommencer. Et donc il renonce pas, il supplée à la perte. C'est ce qu'il va dire à propos de Ben Zakkai et du peuple juif. On a suppléé à la patrie, au temple, par l'étude. Donc on renonce pas au désir. Donc ça touche à la perte. C'est comme si le juif, il incarnait la perte sans la subir. Il l'a subi, bien sûr, sauf qu'il sait faire avec. Alors, évidemment, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vous avez trouvé des réponses sur pourquoi il y a des antisémites? C'est quoi cette haine irréductible que le monde a envers les juifs? Alors, j'en ai trouvé plusieurs. Le bouc émissaire, le fameux bouc émissaire. Alors, pourquoi il est la cible parfaite? Parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire des boucs émissaires, et il y en a toujours. Il n'y a pas que le juif qui est bouc émissaire. Mais il est la cible parfaite, et ce qui est spécifique aux juifs, c'est que ça se répète et que ça ne s'arrête pas. Ça ne cesse pas, cette haine du juif. Alors, au fond, j'ai appris pas mal de choses, disons. Déjà, premier point, je dirais que tous les auteurs que j'ai convoqués dans le livre, que ce soit Freud, Lacan, d'autres penseurs juifs, des disciples de Freud, tout le monde attribue la haine du juif à ce qu'il définit comme juif, ce qui fait le juif. C'est-à-dire, chaque auteur définit ce qu'est le juif pour lui, et c'est pour cette raison qu'il est haï. Donc chacun trouve la cause de la haine du juif à ce qui fait le juif, ce qui est l'essence du juif. Pour lui-même. Pour lui-même. Voilà. Pour chaque auteur. Il peut y avoir différentes définitions, voilà. Une multitude de définitions. Donc ça, déjà, ça m'a permis finalement de dire que, je le dis un peu de façon un peu rapide, que l'antisémite est ce qu'il n'a pas et qu'il pense que le juif a, au fond. Ce que lui, il lui manque, en fait, il pense que le juif l'a, et c'est pour ça qu'il le hait. Mais là, je le dis très rapidement, mais c'est lié à la théorie du surmoi, si vous voulez. Donc, et c'est pour ça... Alors, pourquoi il est la cible parfaite? Justement parce que je viens de dire. C'est parce que il donne l'impression qu'il n'est pas affecté par la perte, affecté dans le sens qu'il ne la subit pas, au fond. Le fait d'être résilient, en fait, c'est ça. Le fait d'être résistant, d'être tenace, de toujours recommencer, de transmettre, tout ça, ça donne le sentiment à l'antisémite que le juif jouit sans perte, en fait. Et or, l'être humain, il a tout le temps accès à la perte. Tout le temps, c'est comme ça, c'est la constitution de l'être humain. On ne peut pas sans la perte. Le surmoi, qui est une instance psychique que Freud déploie, c'est le surmoi qui nous oblige, pour être civilisé, à renoncer à certaines pulsions. Mais sauf qu'il constate, Freud, que plus on renonce, et plus on devient féroce, parce qu'on a une agressivité
qui se produit parce qu'on a trop renoncé. Donc lui, il envisage que pour qu'une civilisation aille mieux, il faut rabaisser le surmoi, pas l'augmenter le surmoi. Donc bon, du coup, autour du surmoi, c'est ce que j'attrape d'une des causes de l'antisémitisme. Mais c'est... Bien sûr, il faut lire le livre, évidemment, pour bien comprendre en détail. Mais c'est vraiment une approche super intéressante. Et puis alors, vous convoquez aussi bien sûr Lacan, puisque vous êtes une lacanienne, puisque Lacan, voilà, vous le convoquez dans cet ouvrage, puisqu'il a créé l'école, n'est-ce pas, de la psychanalyse freudienne. C'est ça. Et ça, tout le monde ne le sait pas non plus. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Lacan aborde la question juive avec une réflexion sur la psychanalyse. Et ça vous a intéressé parce que vous vous êtes dit, mais quel rapport entre une réflexion sur la psychanalyse et la question juive? Et en plus, là-dedans, il introduit les femmes, par le prisme des femmes. Alors, ça vous a, on va dire, interpellé, et vous l'expliquez extrêmement bien dans le livre. Absolument. Alors, Lacan s'est beaucoup intéressé aussi à la question juive, en dehors de ce texte dont je vais parler. Donc, comme Freud, la différence entre Freud et Lacan, c'est que Freud n'aura pas vu la Shoah, n'aura pas vu la destruction des Juifs, sauf que Lacan, il l'a vu, il était là, dans ces années-là. Du coup, il a une autre perception de l'antisémitisme. Alors, en effet, je lisais un texte de Lacan, un texte où il réfléchit... Comment devrait être constituée une école de psychanalystes. Très important pour lui, la transmission de la psychanalyse, et pour qu'elle reste une psychanalyse et pas une psychologie. Donc, il réfléchit, un texte très dense sur comment former des psychanalystes, etc. Et puis, à l'intérieur, il dit qu'au fond, il faut se référer à la question juive. Donc, je me suis posé la question, mais quel rapport entre la formation des psychanalystes et la question juive? Donc, il va faire, je vous invite à lire parce que c'est très long, mais il va faire toute une réflexion sur ce que c'est l'universel. Et il y a une différence, dans un autre texte, il travaille la différence homme-femme. Il met les hommes du côté de l'universel, et les femmes, il appelle ça du côté du pas-tout. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans l'universel, mais elles ne sont pas tout dans l'universel. Alors l'universel, c'est un ensemble qui est régi, et il y a toujours une exception en dehors pour qu'il y ait cet ensemble. Et ça donne, on croit que l'universel, ça va venir régler la question de la ségrégation. Mais l'universel, tous pareils, ensemble, il y en aura toujours qui ne seront pas dans cet universel. Donc ça crée la ségrégation, dit Lacan, à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Par contre, la femme, il la met du côté du pas-tout. C'est-à-dire, on ne peut pas dire la femme, comme on pourrait dire l'homme. La femme, il y en a une et une et une et une. Elles sont chacune différentes parce qu'elles ne forment pas un ensemble, justement. Je ne rentre pas dans les détails de ce développement. Et en fait, il vient faire une comparaison avec le juif et la femme. Dans le sens où le juif, il est dans l'universel comme la femme, mais pas tout. Il est dedans et en dehors. Il est comme la femme. La seule différence avec la femme, c'est que le juif, non seulement il n'est pas tout dans l'universel, mais il forme un ensemble, alors que les femmes ne forment pas un ensemble. Donc il y a toute une réflexion autour de ça, et il pense que c'est un modèle pour éviter la ségrégation, la façon dont les juifs fonctionnent dans le monde, d'être dedans et dehors, parce que ça évite les identifications qui font qu'on est tous pareils, et que si on n'est pas pareil, on est éjecté. Voilà, donc, je le dis rapidement. Oui, bien sûr, mais donc le fait de vouloir tous égaux, que tout le monde soit pareil, etc., c'est ça qui ferait peut-être qu'il y ait de plus en plus de violence et de plus en plus d'antisémitisme dans le monde? Oui, parce que ça crée de la ségrégation. Il y en aura toujours ceux qui ne peuvent pas rentrer dans cet ensemble. Si tu veux, l'universel, c'est tous les juifs, tous les hommes, tous les ariens. Ouais. Et donc, il y aura toujours un rebut. Donc, l'universel, c'est un leurre, en fait. C'est un concept hyper complexe. Oui, c'est un leurre qui peut faire très mal. Qui crée la ségrégation, en fait. Et le juif, en fait, il fait objection à l'universel. C'est ça ce qu'il fait tout le temps. Au fond, il accepte l'universel, mais en étant aussi dehors. Donc, il fait objection à ce leurre. Est-ce qu'on peut dire qu'il accepte l'universel sans renoncer à son particularisme ?
sa particularité. Ah oui, on peut le dire comme ça, très bien. On peut dire ça. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pour essayer que tout le monde suive. Alors, bon, c'est un livre franchement passionnant. D'abord, c'est pas évident. Non, mais c'est vrai, c'est des concepts assez complexes, compliqués, mais qui sont énoncés et écrits vraiment très clairement. Franchement, en plus, il y a des chapitres pour se repérer, on peut faire des allers-retours, etc. Qu'est-ce qui, pour vous, était le plus compliqué à formuler, à tenter d'expliquer? Parce que c'est didactique aussi. Vous voulez vraiment essayer de faire passer un message, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors peut-être ce qui est le plus difficile à expliquer au tout public qui n'est pas psychanalyste, c'est la thèse de Lacan que le juif fonctionne comme un objet. L'objet A, et c'est un concept en psychanalyse, l'objet A. Donc, ah, oui, ouais, un petit peu expliqué, un petit peu. Au fond, pour Lacan, c'est l'objet qui cause le désir. Alors, je vais le dire très schématiquement, mais il va falloir le lire plus sérieusement, parce que, si vous voulez, Freud, parce que Lacan est freudien, comme tu l'as bien précisé, Freud constate que quand un enfant naît, l'homme, il est tout le temps à la recherche d'un objet qu'il aurait perdu à la naissance. Quand il naît, c'est une image, hein, mais quand il naît, l'image, c'est l'enfant qui tète le sein de sa mère. Donc c'était comme si, illusion, à ce moment-là, il y avait une complétude, il n'y avait pas de manque, au fond. Et donc, à partir du moment où le bébé se met à parler, à pleurer, parce qu'il demande à sa mère, il l'appelle en fait, l'appelle, il pleure, il a faim, il a froid, il a envie de dormir, c'est un appel. À partir du moment où on doit passer par le langage pour demander, on n'a plus accès à l'objet direct. Donc on a perdu quelque chose. Et l'homme tente toute sa vie de retrouver cet objet qu'il a perdu. Il va s'illustrer pour chacun de façon différente. Il y a plusieurs objets. Il y a l'objet oral, l'objet regard, l'objet anal. Donc pour chacun, mais cet objet va être en même temps cet objet qu'il cherche, qu'il a perdu, qui selon l'histoire de chacun va se construire spécifiquement. C'est un objet cause du désir. Okay. Et c'est aussi Lacan, alors c'est là où Lacan est très compliqué, c'est aussi un objet déchet. L'objet cause du désir peut aussi être l'objet déchet, il a toujours deux faces. Et au fond, il dit que le juif, c'est l'objet A de l'Occident, en fait. Donc ça, c'est très compliqué à expliquer. C'est pour ça c'est comme ça qu'il essaye de justifier la haine qu'on porte au peuple juif, aux juifs. Alors, il justifie pas la haine, il explique la haine à partir de l'horreur de cet objet en même temps qu'on convoite et de cet objet dont on a horreur en même temps. Donc, il explique en effet, finalement, il réduit le juif à un objet. C'est l'objet comme si le juif illustrait ce que j'ai dit avant, oui, avec des termes freudiens, ce qui manque à l'autre. Mais là, je l'ai dit quand même très schématiquement. Hein. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, on comprend bien que vraiment, c'est un livre à lire, Antisémitisme, une lecture psychanalytique. Alors, vous avez mis du temps à l'écrire ? J'ai fait la thèse en 3-4 ans. Donc, j'ai pas mis du temps à l'écrire, j'ai fait énormément de lectures. C'est une question intéressante, ce que tu me poses, parce que j'ai fait énormément de lectures. Donc, je me suis mise à lire Hannah Arendt et Sartre et tous ceux qui ont écrit, et La destruction des Juifs d'Europe de Hilberg et Paul Jacob. Et je me suis dit, mais non, en fait. Pinsker aussi, vous parlez beaucoup de Pinsker. Mais je me suis dit, non, je fais pas une thèse politique ni historique, je fais une thèse sur l'antisémitisme. J'ai arrêté toutes ces lectures. Et là, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et là, c'est parti vite, en fait. Je suis allée tout de suite chercher qu'est-ce que c'était être juif pour Freud et Lacan. Et là, c'est allé plus vite. Enfin, c'est toujours difficile d'écrire. Mais, bien sûr. Mais pour dire qu'après, ce qui m'a intéressée, c'était ce que la psychanalyse peut dire de ça. Et donc, voilà. On l'aura compris, en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. En ce moment, surtout, il y a beaucoup d'auteurs, de personnalités qui s'interrogent sur cette haine, cette résurgence de la haine, surtout après le 7 octobre. Je pense notamment à Onfray. Alors, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais il n'aime pas tellement la psychanalyse en plus. Mais il cherche dans les sources philosophiques en expliquant qu'il y avait un terreau, qu'il y avait quelque chose de très ancré dans l'histoire
l'histoire de l'Occident, que c'est pas venu comme ça, quoi. Mais je suis complètement d'accord. J'ai lu les historiens, et Bernard-Henri Lévy et Jean-Claude Milner, et je suis complètement d'accord, mais du coup, je me suis posé la question, en effet, pourquoi l'antisionisme est devenu, et je me suis servi des outils psychanalystes, pourquoi l'antisionisme est devenu quelque chose qui voile l'antisémitisme. C'est vrai que le 7 octobre, on s'est aperçu, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire le 8 octobre, il y avait déjà des manifestations antisémites dans le monde entier, avant que Tsahal... Anti-Israël et puis ensuite anti-juif, évidemment. C'était aussi gazer les juifs, etc. Donc c'était vraiment... Et c'était avant qu'Israël intervienne à Gaza. Donc on voit bien que là, c'était le moment où le juif se fait massacrer, que la haine se déchaîne. Alors, si vous voulez, moi, j'ai un chapitre qui concerne cette question d'Israël. Et au fond, je me suis posé la question, pourquoi Israël, maintenant qui est un État-nation comme les autres, pourquoi encore il continue, on veut qu'il soit comme les autres, mais dès qu'il est comme les autres, donc qui fait des conneries, qui fait des choses qui sont pas démocratiques, ou comme tous les États démocratiques, qui défaillent, pourquoi on le lui reproche alors qu'il est finalement comme tous les États-nations? Et au fond, je me suis dit que mon hypothèse était que l'État d'Israël occupe la place de la femme dans les nations, où on veut qu'elle soit comme tout le monde, et dès qu'elle n'est pas comme tout le monde, on commence à lui faire des reproches aussi. On attend d'elle qu'elle ne soit pas comme les autres, et en même temps, on veut qu'elle soit comme les autres. Donc c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de densité dans cet ouvrage que je vous engage vraiment à lire. Donc je vous le montre. Allez, regardez. Voilà. Franchement, ne le ratez pas. On peut le trouver sur Amazon, j'imagine. Oui. Voilà. Et ben nous, on était ravis de vous accueillir, tout simplement, de vous donner la parole et peut-être d'avoir suscité l'envie à ceux qui nous écoutent, nous regardent, et bien d'en savoir plus. Merci beaucoup, Sarah Abitbol. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir.